J'arrive dans le vestiaire, je me rappelle Xavi en train de se raser. Monsieur Théo Chendry, numéro 33. Du coup, tu es en pleine préparation pour la Kings World Cup. Il était à la Masia. Théo Hernandez, on était comme ça. Mon agent à ce moment-là, c'est l'agent de Dani Alves. Je pense qu'ils ont réussi à me faire jouer sous fausse licence, mais le Barça a essayé de passer par moi pour essayer de rapatrier Ous. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis comme un ouf puisque aujourd'hui, on reçoit sur Téléfoot le premier joueur français à avoir intégré la Masia. Il va aussi représenter la France à la Kings World Cup cet été, aux côtés de Samir Nasri, de Jérémy Ménez notamment. Monsieur Théo Chendry est dans Téléfoot. Comment ça va, Théo? Ça va très bien et toi? Bah, ça va nickel. Tu es en pleine période d'entraînement pour la Kings World Cup du coup, cet été. Ouais, c'est ça. Je suis monté sur Paris là parce qu'on a des entraînements là 3 fois par semaine avant de partir au Mexique. Donc on prépare un petit peu l'événement et on apprend surtout à se connaître. Donc je suis sur Paris là, ces jours-ci avant le grand départ au Mexique. Dis-moi tout, raconte-moi comment à 15 ans tu as pu intégrer la Masia. En fait, moi je suis issu de région toulousaine, donc j'étais au Pôle Espoir à cette époque-là. Il y a un recruteur en fait qui travaillait sur Toulouse pour le Barça. Lui, ce qu'il devait faire, c'était aller choper, dénicher les plus gros talents français, pas forcément que sur la région toulousaine, mais dans toute la France. Je pars en essai là-bas au mois d'avril, quasiment sur la fin d'année 4e. Okay. L'essai est concluant, je fais une semaine et ça se passe très bien, mais vraiment très bien. Je suis comme un poisson dans l'eau, j'ai envie de dire. Il faut savoir qu'aussi à l'époque, à ce moment-là, j'avais quand même aussi beaucoup d'autres clubs professionnels qui, en étant au Pôle Espoir, qui m'avaient proposé des contrats pour intégrer leur centre de formation à la fin du Pôle Espoir et tout ça. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où le Barça s'est positionné après cet essai en me disant que c'était bon et qu'ils voulaient que j'intègre leur centre de formation, T'as pas hésité. À partir de là, c'est vrai que j'ai un peu arrêté de regarder à droite à gauche et je me suis concentré sur ça. Tu étais déjà fan du Barça à ce moment-là? Ouais, ça faisait déjà quelques années que je suivais beaucoup le Barça, avec l'explosion de Messi, avec toutes ces générations qui est incroyable. Une génération qui, je pense qu'on ne reverra plus jamais. C'est impossible de refaire quelque chose comme ça. Donc oui, je suivais déjà beaucoup parce que j'aimais beaucoup cette identité de jeu-là. Donc la meilleure équipe de l'histoire, on n'a pas peur de le dire, hein, clairement. Moi, je n'ai pas peur de le dire. Non. Quand tu arrives à la Masia, au centre d'entraînement du Barça, que tu rencontres tes coéquipiers, tes entraîneurs, qu'est-ce que tu dis? C'est quoi tes premiers souvenirs quand tu découvres tout ça? On va dire que ça s'est fait aussi par étapes, ça, parce que quand j'étais en 4e, donc comme dans ma première année au Pôle Espoir, et que le Barça me recrute, du coup, je ne peux pas y partir la première année, ce qui est mon année de 3e. Pendant chaque période de vacances scolaires, je pars à chaque fois une semaine au Barça, m'entraîner avec eux, avec l'équipe dans laquelle j'allais être, l'équipe de mon âge en fait. Je pars avec eux, donc je pars faire des tournois un peu avec eux. Donc pendant toutes les périodes scolaires, on va dire que je m'acclimatise un petit peu à ce que je vais vivre l'année d'après en arrivant vraiment à Barcelone. Mais forcément, le changement, il est énorme. Tu parles pas la langue, tu connais personne en soi, donc voilà. Mais le premier truc qui me marque, c'est vrai que c'est l'effet de grands clubs. C'est-à-dire que partout où tu arrives, tu as les cuissons FC Barcelone qui est partout. C'est-à-dire qu'on te passe le maillot d'entraînement, c'est le Barça, tu as les cuissons du Barça. Moi, j'ai quelques années auparavant ou quelques mois auparavant, je suis chez moi, je les regarde à la télé et tout ça. Et là, tu représentes vraiment le Barça, certes chez les jeunes, mais ça impressionne un petit peu quand tu as 14, 15, 16 ans. Tu te sens intégré dans le club déjà. Voilà, tu te dis, ah oui, là, tu défends en fait le maillot du club que tu aimes en plus de ça. Mais surtout le plus grand club du monde. Pour moi, le plus grand club du monde. Quand on a 15 ans, tu l'as dit, quand tu changes de pays, tu découvres une nouvelle langue, j'imagine que le soutien de la famille, c'est hyper important. Comment tu as géré ça avec ta maman? Ouais, c'est primordial. C'est primordial parce que, bon, déjà, moi, il faut savoir que si ma maman ne me suit pas à 15 ans pour partir à Barcelone, parce que je suis encore mineur, on va dire, j'ai pas 16 ans, je ne peux pas partir au Barça, en tout cas avant mes 16 ans. Donc j'avais déjà dit non pour la dernière année de 3e, parce que je ne pouvais pas. Je ne voulais pas encore dire non l'année de U16. Je voulais partir à Barcelone. Ma mère a permis ça, c'est-à-dire qu'elle a tout quitté, elle a quitté son travail, le domicile. C'est une nouvelle vie pour elle. Donc on part, on trouve un logement juste à côté du centre d'entraînement, mais vraiment à 500 mètres. Mais moi je décide de dormir au centre de formation. Pour l'intégration en fait, et de me dire voilà, il va falloir que j'apprenne la langue rapidement parce qu'il n'y a pas forcément que l'espagnol, il y a aussi le catalan qui est très important à Barcelone et en Catalogne. J'ai maman qui est juste à côté dans un appart à 500 mètres de moi, donc en soi je la vois quasiment tous les jours.
mais je mange avec elle souvent le soir. Mais après, je fais toute ma journée au centre de formation, je rentre le week-end. Après, il y a les matchs le week-end et tout ça, mais le week-end, je le passe avec maman. Voilà. Donc le soutien en fait, de ma mère a été très important parce qu'à 15 ans, t'as encore un bébé, si je puis dire. Et le fait d'avoir la famille à côté, mine de rien, forcément c'est un plus. Ouais. Alors, tu es arrivé en 2012 au Barça officiellement, mais en 2014, le club se fait sanctionner par la FIFA pour le recrutement des joueurs mineurs. Il y a 10 joueurs qui sont concernés, tu en fais partie. Alors, pour la faire courte, en gros, il était interdit de recruter des joueurs étrangers de moins de 18 ans et de moins de 16 ans pour les Européens. C'est ça. Et donc toi, tu es arrivé à 15 ans et demi. Ouais. Du coup, tu as dû attendre le jour de tes 16 ans pour pouvoir officiellement jouer avec le Barça. En fait, au début, je ne sais pas comment ils se sont débrouillés exactement. C'est pas moi qui gérais trop le truc. Je pense qu'ils ont réussi à me faire jouer sous fausse licence. J'imagine que ça a été comme ça. Je pense qu'avec la Fédération de Catalogne, ils ont réussi à trouver un moyen pour me faire jouer au début. Donc en fait, quand j'arrive, de septembre, je dirais jusqu'à la trêve hivernale, je joue. Je joue les matchs de championnat. Donc c'est le championnat U16 jusqu'au beau jour où la sanction tombe. Et là mon entraîneur vient me voir. Il vient me voir à moi et il y avait un Coréen qui était dans mon équipe, Peck. Et il nous dit voilà, à partir de maintenant, il n'y aura que les entraînements, matchs amicaux si on fait des matchs amicaux entre semaines, même pas les tournois. Donc on ne pouvait plus rien faire. Donc ça a été très dur. Ça a été très dur parce que quand tu as 15-16 ans, ce que tu veux, c'est jouer. Et le fait de s'entraîner tous les week-ends, et il arrive le vendredi, et tu sais très bien que dans tous les cas, tu vas être à la maison le week-end et tu vas pas pouvoir faire ton match du week-end, ça a été dur. Et ça a pris une bonne année en fait. J'ai fait une bonne année sans jouer. Et c'est pour ça aussi que pendant toute l'année U16, j'ai pas pu aller en équipe de France, car en soi, je n'avais pas de licence officielle. Le Barça arrivait à me faire jouer, mais je n'avais pas de licence officielle, donc l'équipe de France ne pouvait pas me sélectionner non plus. Donc ça a été assez spécial, une année assez compliquée. Parmi toutes les équipes que tu as pu connaître, si tu devais retenir un joueur qui t'a marqué, le meilleur joueur avec qui tu as pu jouer? Il y en a eu. Il y a eu des très bons joueurs. Il y a eu des joueurs qui font meilleure carrière que d'autres, mais qui ne sont pas spécialement meilleurs. Tu penses à qui? Je sais pas, je vais dire un Cucurella qui joue à Chelsea. Quand tu es jeune, c'est pas le joueur qui t'impressionne le plus. C'est pas le joueur que tu dis waouh, mais c'est un joueur qui te donne toujours un 7, 8 sur 10. 6 minimum, il ne descendra pas en dessous de ça. C'est un joueur qui est très constant, qui est déjà très jeune, avait une identité de jeu très atypique à lui, à ce qu'il fait aussi maintenant et qu'il a réussi à continuer à faire en montant les catégories à chaque fois. Après, il y a eu des joueurs comme Grimaldo, par exemple, qui est aujourd'hui au Leverkusen. Très bon. Il y a des joueurs comme Adama Traoré, avec lequel j'ai eu la chance de m'entraîner aussi. C'était très impressionnant, ça va très vite. Très impressionnant quand j'étais plus jeune, c'est André Onana. Ok. Onana dans les buts, c'était très impressionnant. En avance sur tout le monde. Je pense que c'est le meilleur gardien avec lequel j'ai joué. En termes de niveau, c'était très fort. Onana, en plus, à ce moment-là, j'imagine que tu dis ok, c'est l'après-Valdés, parce que c'était quand même le gardien qui était en place depuis des années. Mais en fait, ce qui se passe un peu avec Onana, c'est que il est tellement en avance en fait dans les catégories de jeunes. En tout cas, il montre tellement une supériorité par rapport aux autres sur le terrain que tu sens que le mec, il doit aller plus haut. Il doit clairement aller plus haut, c'est-à-dire qu'il doit aller au moins en équipe réserve. Au Barça, il faut savoir que pour aller plus haut, en tout cas moi à mon époque, là aujourd'hui c'est encore autre chose avec les Gabi, les Lamine Yamal et tout ça, je ne sais pas trop comment ils gèrent tout ça. Mais moi à mon époque, tu joues avec ta catégorie d'âge. Si tu joues avec celle d'au-dessus, c'est que tu es déjà un crack en fait. Parce que en fait, dans la catégorie au-dessus, tu as tous les meilleurs joueurs, que ce soit européens ou d'Espagne, dans cette catégorie-là. Donc si toi tu viens prendre la place à quelqu'un de ton poste qui a un an de plus que toi, c'est que tu es déjà très fort. Onana, en soi, il pouvait. Il lui demandait à être au-dessus, il voulait s'entraîner avec l'équipe professionnelle. L'équipe professionnelle, c'était quand même Ter Stegen qui venait d'être recruté à cette époque-là. Il y avait Claudio Bravo, je pense. C'était Claudio Bravo, Ter Stegen, je crois que c'était ça, la doublette. Et Onana, en soi, pouvait postuler à être chez les pros. Le problème, c'est que pour avoir du temps de jeu avec ces deux gardiens-là, c'est très compliqué. Donc c'est pour ça qu'il part à l'Ajax, parce que l'Ajax lui offre à ce moment-là la possibilité d'être en équipe de réserve directement, s'entraîner avec l'équipe professionnelle tous les jours. Il me semble que c'est ça qui s'est passé. Donc il part. Mais en soi, le niveau, il était pour jouer en pro. Ouais. Quand on est au centre de formation du Barça, quand on grandit au Barça, est-ce qu'on est obligatoirement supporter du club? Est-ce que tu as connu des joueurs qui étaient
par exemple, fan du Real. Est-ce que c'est possible ou pas? Ouais, il y a de tout. Tu peux pas, même si tu joues dans un club, tu peux pas obliger quelqu'un à aimer. Je pense que quand t'aimes, ça vient de toi. Donc voilà, moi, ça a été le Barça depuis toujours. Et le fait d'y rentrer et d'y jouer, et de défendre le maillot et d'avoir cette éducation Barça a fait que aggraver les choses, j'ai envie de dire. Mais, euh, mais oui, j'ai déjà vu des joueurs à la Masia, je ne le citerai pas, je citerai pas de nom, mais, euh, mais oui, j'ai vu des joueurs qui, pendant les Barça Real, quand on est tous devant la télé, avoir des clans sur le canapé, quoi, un petit peu. Ah ouais. Les surveillants à la Masia et tout ça essayaient de vraiment minimiser ça, c'est-à-dire que ça pouvait s'énerver un petit peu, mais en soi, si quelqu'un veut défendre l'équipe adverse, tu peux pas, voilà. Après, forcément, ils ne le criaient pas haut et fort, mais tu savais que certains étaient plus clan Real, parce que surtout quand tu es plus jeune, certains joueurs ont des idoles dans certaines équipes. Je prends l'exemple de Cristiano Ronaldo au Real de Madrid à cette époque-là. Forcément, tu as beaucoup de jeunes qui s'identifient à Cristiano Ronaldo en tant que joueur. Donc voilà, Cristiano Ronaldo, il joue au Real, il fait des prouesses avec le Real, il est à un niveau, c'est son prime. Donc forcément, tu peux que aimer tu aimes le joueur et tu aimes aussi l'équipe, quoi. Tu as dit que tu n'allais pas citer de nom, parce Non. que si tu cites un nom, Si je c'est cite un nom, des voilà. joueurs qui jouent actuels, qui sont médiatisés actuellement, quoi. Il était très jeune et il était très très jeune, mais je ne sais pas maintenant comment est son orientation par rapport à ça. Et je pense qu'il est très très Barça, mais après il était petit, donc non, je ne vais pas citer son nom. Mais il appartient encore au Barça actuellement. Il appartient encore au Barça actuellement. Il est en prêt là. Il est en prêt. Dites-moi en commentaire quel joueur vous pensez. Moi, je sais, mais je dirai rien. Il était petit. Tu n'as jamais pu jouer avec les pros en match officiel, mais tu as pu t'entraîner avec eux, avec l'équipe première. Et là, on parle quand même du Barça de 2014, donc les Messi, Iniesta, Piqué, Neymar qui venaient d'arriver au Barça. Raconte-moi ton premier entraînement avec ces joueurs-là. Même la veille, je crois que tu n'as pas beaucoup dormi. Je vais raconter l'anecdote de comment ça s'est fait. Donc ça a été pendant ma période de sanction en fait FIFA. C'est un dimanche matin que je m'entraîne, donc le samedi soir en fait, vers 21 h. Mon coach à ce moment-là m'appelle. C'était Javier Garcia Pimienta, donc c'est le coach actuel de Las Palmas en Liga. Très bon coach. Et il m'appelle, il me dit écoute Théo, je t'appelle là, je voulais savoir si tu étais sur Barcelone. Je dis bah oui coach, on s'est vu cet après-midi. Ouais, ce soir je suis sur Barcelone. Il me dit bon d'accord, bon bah dans ce cas-là, alors demain 10 h, vestiaire des pros, tu t'entraînes avec eux. Wow. Et là, pas te mentir, je comprenais déjà très bien l'espagnol, ça faisait 1 an que j'étais au club. Tu vas pas demandé de répéter là, Et je lui ai pas demandé, si je lui ai demandé de répéter parce que j'ai eu un blanc en fait. J'ai eu un blanc pendant quelques secondes, j'ai pas trop tilté de suite, je me dis mais qu'est-ce qu'il me raconte là? Il me dit Théo, t'es là? Et je dis je suis là coach, je suis là. En ce moment, tu es en super forme, tu peux pas jouer le week-end et tout ça. L'équipe réserve n'est pas là, les U19 sont pas là. On m'a demandé un milieu de terrain, tu es en super forme, tu le mérites, va kiffer. Donc voilà, donc là je raccroche, bon, forcément je le dis à ma mère. La pression monte déjà forcément parce que j'ai à peine 16 ans là. Et forcément les émotions elles montent parce que moi 1 an auparavant j'étais au Pôle Espoir à regarder ce grand Barça là à mettre 5-0 au Real de Madrid. Tu vois, c'était vraiment, pour moi c'est mes idoles, les Xavi, les Iniesta, toutes ces générations-là, Dani Alves, Messi pour ne pas le citer. Je passe une nuit assez compliquée, je trouve pas trop le sommeil, je dors vers 4 h du matin je pense, j'arrive pas, je fais des tours dans mon lit. Tu te réveilles à? Je me réveille il fallait que je sois à 10 h vestiaire, donc je me réveille vers 8 h, 8 h 15, 8 h 30 je crois à peu près. Je me réveille tranquillement, j'essaye de manger un petit bout, je vais récupérer mes crampons au vestiaire, dans mon vestiaire, et après je vais toquer à la porte. Je vais toquer à la porte des pros, j'arrive dans le vestiaire, donc on me donne mes équipements, on me demande si je veux des chaussettes longues, des chaussettes courtes, épaisses, plus épaisses. Customisé. Oui, je leur dis écoute, passe-moi ce que tu veux. Donne-moi des chaussettes. Passe-moi des chaussettes. Passe-moi des chaussettes, je suis assez tendu là. Voilà, je vais m'asseoir à la place de Jordi Alba parce qu'il n'était pas là ce jour-là. Okay. Donc je m'assois à la place de Jordi Alba, j'ai Alex Song à côté de moi, donc il est avec moi dans le vestiaire et tout ça. Et puis bon après là, voilà, un vestiaire pro un dimanche matin de 10 h à 11 h avant de sortir sur le terrain, chacun fait sa vie là-dedans. Je me rappelle Xavi en train de se raser,
Messi avec son téléphone en caleçon, là, comme ça. Voilà. Et après, à chaque fois, en fait, petit à petit, tout le monde défile, en fait, et vient me dire bonjour petit à petit quand il passe devant moi. Donc j'ai tout le monde. En émotion, ça a été costaud. Ouais. Ça a été costaud parce que j'étais encore qu'un gamin. À 16 ans, que tu le veuilles ou non, on a des exemples aujourd'hui de gens qui arrivent à toucher le monde professionnel et qui arrivent à s'installer dans leurs équipes. Je pense à Zahir Emery, un mec comme Lamine Yamal à Barcelone et tout ça. C'est pas des exemples à prendre en compte, j'ai envie de dire. Ouais, c'est pas normal. Ouais, c'est des cas à part, c'est extraordinaire. À 16 ans, tu n'es pas prêt encore pour jouer au plus haut niveau avec les meilleurs joueurs au monde. C'est pas possible. Tu t'imagines un petit peu ça quand tu es à la Masia, j'imagine. Le jour où je vais enfin m'entraîner avec les pros, tu te fais un petit peu le film, mais quand ça t'arrive, tu as quand même une pression de fou. Au final, ça reste quand même le but final. Hein. Tu comptes grandir, faire tes classes pour un jour être avec les pros, mais en soi, tu sens aussi que c'est loin ça. C'est-à-dire que moi, à mon époque, ce Barça-là, chez les pros, ils sont quasiment intouchables. Ils n'ont pas besoin de toi. Ils n'ont pas besoin d'aller chercher des U17 ni des U19. Il y a des étapes à franchir avant parce qu'en haut, ils ont les meilleurs joueurs de leur génération. Donc tu sais que ça peut arriver, mais en soi, tu le vois loin. Tu es concentré sur ce que tu as à faire et tout ça, mais tu le vois loin. Donc moi, quand je vais m'entraîner avec eux, en soi, c'est pas logique. Donc tu n'étais pas prêt Je n'étais pas vraiment prêt. Je ne m'étais pas dit, quand je signe au Barça, là, j'arrive à 15 ans, je ne me dis pas, l'année prochaine, je suis avec les pros. Et l'entraînement s'est super bien passé d'ailleurs. Il y avait les titulaires qui avaient joué la veille, qui ont fait entraînement. Donc on sort sur le terrain, on fait les taureaux, tout ça, mais tu as le taureau de ceux qui ont joué et ceux qui n'ont pas joué. Okay. Mais bon, dans ceux qui n'ont pas joué, moi quand même, il y a Ney, il y a Puyol, il y a Alexis Sanchez, il y a Cristian Tello, Montoya, Sergi Roberto, jeune, Pinto. L'entraînement, il est de qualité. C'est-à-dire qu'il y a du monde et il y a des jeunes qui ont faim. En plus de ça, les Cristian Tello, les Montoya et tout ça, ça jouait. Il y a Neymar qui est stratosphérique, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est le joueur qui t'a le plus choqué à l'entraînement ce jour-là? Ça a été impressionnant parce qu'en fait, Messi, ce jour-là, ne s'entraîne pas. En tout cas, il n'est pas dans l'entraînement avec ceux qui n'ont pas joué. Donc, du coup, Messi, j'en ai beaucoup entendu parler à l'entraînement. Je vois comment Messi, ça joue avec les crampons détachés. Voilà, il est un peu intouchable à l'entraînement. Mais c'est vrai que Neymar, ce jour-là, on fait du 5 contre 5. On fait des matchs, le typique 5 contre 5 que tu fais en fin d'entraînement avec un peu le but rapproché. Pendant 20-25 minutes, on fait ça. Neymar, je ne sais pas combien il claque de buts, mais peut-être une quinzaine de buts. Mais sur du 5 contre 5, tout joueur de foot sait que mettre 15 buts dans un entraînement sur du 5 contre 5, c'est énorme. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est énorme et il est très très fort. Parce que moi, j'ai l'impression de voir le mec où j'ai regardé toutes ces vidéos YouTube là, à Santos. Là, on a tous fait ça, à ma génération, à mettre les highlights de Neymar sur YouTube à Santos, où il saute au-dessus du ballon, où il dribble tout le monde et tout ça. Avec la musique de Densa Kuduro. Exactement. Et là, c'est la même chose, mais en vrai. En vrai, parce que ça fait 2 mois qu'il vient d'arriver. Donc c'est le même, tout mince. Ça va à 10 000. Il joue hyper simple, c'est-à-dire une touche de balle, poum, 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 but, poum, 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 but. Il prend le ballon à côté du gardien, il dribble tout le monde. Des petits ponts en voiture, voilà. Vraiment, je rigole pas, c'est exactement comme ça. C'était impressionnant, c'était imprenable. Et on parle de Neymar qui arrive du Brésil. Il arrive du Brésil. Il arrive du Brésil. Il n'est pas encore acclimaté totalement. Il n'est pas encore acclimaté, mais c'est un talent unique. Moi, je pense que sincèrement, après Messi, en termes de talent, il y a Ney qui vient juste après. En termes de talent pur de joueur. Il t'a fait du sale ou pas, Neymar? Ou peut-être t'étais dans son équipe? Il m'a pas fait du sale. Il a fait du sale à Alex Song, je m'en rappelle ce jour-là. Ah ouais? Ouais, il lui a mis un petit pont semelle comme ça, magnifique. Magnifique. Mais non, moi, l'entraînement se passe très bien parce qu'en fait, c'était quasiment la même chose que je faisais moi dans ma catégorie d'âge. C'est-à-dire que les entraînements sont les mêmes. Ce qui change, c'est l'intensité. C'est pas les mêmes têtes, forcément. Et le niveau est un peu supérieur, mais en soi, c'est les mêmes types d'entraînement. Donc, tu es déjà habitué à ce genre d'entraînement-là. Ça va juste plus vite. Mais après, tout joueur du Barça, U17, U18, U19, qui monte avec les pros, à l'entraînement, ça se passe toujours bien. Parce que c'est des entraînements que tu as l'habitude de faire. Techniquement, tu es au niveau. Donc, tu n'es pas vraiment perdu, en fait. Il y a des joueurs qui sont venus te parler des cadres du vestiaire un peu pour t'intégrer au groupe, parce qu'ils savent quand même qu'il y a un jeune de la Masia qui va s'entraîner avec les pros. Ouais, le capitaine, Carles Puyol, qui a discuté avec moi pendant, je pense, bien 20-30 minutes.
à la fin de l'entraînement, sur le terrain. Après, on est descendu au vestiaire un petit peu, parler, tout ça, beaucoup. Et à me poser énormément de questions sur mon intégration, comment ça se passait au centre de formation, les études, comment je gérais ça. Mais vraiment, c'était impressionnant. L'entraînement, comment j'ai trouvé ça, comment ça se passe avec ma catégorie, comment je vivais la sanction FIFA aussi. Ok. Il m'en a beaucoup parlé. Voilà. Il m'avait dit même que, voilà, que s'il y avait besoin de quoi que ce soit et tout ça, que le club, lui, qu'ils étaient là. Enfin, vraiment. Capitaine, comme tu n'en auras pas deux, tu n'en auras pas un autre comme ça. C'est un exemple pur, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Un vrai capitaine. Un vrai capitaine, un mec en or, même sur le terrain. Il met de la voix. Et d'ailleurs, en plus, je l'avais revu, Carles, à l'aéroport, un an plus tard. Moi, je partais en équipe de France. Et je croise Puyol à l'aéroport de Barcelone, dans les toilettes. Il me dit « Oh, mais Théo, mais qu'est-ce que tu fais là » et tout. Il t'a reconnu quand même. Ouais, il m'a reconnu. Il était avec sa casquette. Il était avec sa femme aussi. Il me dit « Oh, mais qu'est-ce que tu fais là » et tout. Et je dis ouais, « Je pars en sélection, tout ça. » Il me dit « Oh, super. » Donc, pareil, il pose des questions, tout ça. Il me dit « Oh, bah écoute, profite et tout ça. Fais les choses bien. On se voit à ton retour. » Super gentil, super gentil. Alors, tu as parlé de l'équipe de France, justement. Tu as connu aussi l'équipe U17, U18, U19. C'est à cette période-là que tu te lis d'amitié avec un certain Ousmane Dembélé. C'est vrai qu'avec Ous, le feeling, il passe super bien. Parce que, bon, de toute façon, je pense que c'est compliqué de ne pas avoir de feeling avec Ous. Parce que c'est vraiment un mec de vestiaire, c'est un mec avec qui... C'est un mec qui vit, c'est un mec qui est toujours de bonne humeur. Donc, c'est compliqué, très chambreur, c'est très compliqué de ne pas s'entendre avec Ousmane. Donc ouais, avec Ous, ça se passe super bien, sachant que lui, à cette époque-là, il est à Rennes, il aime beaucoup le Barça. Donc oui, beaucoup de questions, il me pose beaucoup de questions par rapport à Barcelone, on est souvent ensemble, on rigole énormément, mais lui et d'autres, hein, on a une super génération à cette époque-là. Et j'ai eu des affinités avec des joueurs avec qui je suis encore en contact aujourd'hui, de toute façon, avec qui je m'entends bien et qui ont des super carrières, qui aujourd'hui jouent les meilleurs matchs européens. Tu penses à qui? J'avais quelqu'un avec qui je m'entendais super bien, mais qui aujourd'hui je n'ai plus de nouvelles depuis des années, c'est Théo Hernandez. Ok. Théo Hernandez, on était comme ça, Ah ouais? vraiment, mais vraiment. Parce que lui, quand il arrive en U18, en fait, Théo, il arrive de l'Atlético Madrid. Et c'est vrai que lui, il a vraiment fait quasiment toute sa vie en fait, en Espagne. Donc il est quasiment, dans la mentalité en tout cas, à ce moment-là, plus espagnol que français en fait. Donc il parle le français, mais voilà, c'est un peu bancal. Donc quand il vient en équipe de France en U18, en fait, on va dire que je l'aide énormément pour s'intégrer. On est en chambre, on est tout le temps dans la même chambre, on est toujours en binôme en chambre, lui et moi. C'est un sacré personnage aussi. C'est un super mec. Ouais, donc ouais, il est très drôle. C'est vraiment un mec bon délire. Donc on s'entend très bien aussi. Je vais souvent le voir à Madrid. Il vient me voir à Barcelone aussi de temps en temps. On s'appelle souvent en FaceTime à ce moment-là quand on n'est pas en équipe de France et de ça. Donc je m'entends très bien avec lui. On a vraiment une bonne relation. Puis bon, après la vie fait que voilà, à partir du moment où il signe au Real de Madrid, je pense qu'aussi il prend un peu une autre ampleur, un autre rythme de vie aussi, statut, ouais. Un autre statut. Et à partir de là, c'est vrai que le contact en fait se perd un petit peu. Donc là aujourd'hui, je n'ai plus de contact avec, mais un super gars ouais, avec qui j'ai passé des très bons moments en équipe def. Ouais. Alors, je t'ai parlé d'Ousmane Dembélé parce que je sais qu'il y a une petite anecdote avec lui avant qu'il rejoigne le Borussia Dortmund. Est-ce que tu veux nous la raconter parce que tu as eu un rôle un peu d'agent double En fait, sur ma dernière année à Barcelone, moi, Ousmane explose à Rennes. C'est son année en Ligue 1 où il explose complètement. Donc en fait, le Barça forcément se positionne dessus. Mais il faut savoir aussi que le Barça, moi à cette époque-là, je suis en équipe de France avec Ousmane depuis 17. Moi, mes agents, ils viennent me voir à quasiment tous les rassemblements en équipe de France. Mes agents signalent Ousmane au Barça à 17 ans. Okay. Ils le signalent. C'est-à-dire, ils disent au Barça, avec Théo, il y a un ailier qui est incroyable, qui est au-dessus, il faut que vous le voyez, faut que voilà. Le Barça, ouais, pas plus que ça. Mais par contre, l'année où il explose à Rennes en Ligue 1, là, le Barça se positionne vraiment dessus. Ils veulent le récupérer avant qu'il parte à Dortmund. Et Robert Fernandez, qui est à l'époque le directeur sportif en place, m'appelait régulièrement, m'envoyait des messages pour me dire de faire le forcing avec Ous, d'appeler Ous pour lui dire écoute, parle-lui bien du club et tout ça. Et je lui disais, avec Ous, on a déjà parlé du club énormément de fois, ça reste sa décision. Et voilà, il fera ce qui est de mieux pour lui. Moi, je lui parle que en bien du club, forcément. Ça reste le club de mon cœur.
j'y suis depuis 4 ans, je lui parle que du bien du Barça. Moi, m'imaginer déjà jouer en pro, mais qu'un pote joue en pro, je peux que lui dire du bien, forcément, c'est un rêve. Et en plus de ça, à cette époque-là, tu joues vraiment avec la meilleure génération qui est. Donc oui, voilà. Donc je fais un peu d'intermédiaire entre le directeur sportif du Barça et Ous de temps en temps. Je l'appelle et je lui dis Ous, j'ai Robert Fernandez qui m'appelle, frérot, je lui dis quoi là? Après, voilà, ça s'est rapidement coupé quand même, ça. Forcément, ses agents et tout ça, tout ont pris le relais. Mais le Barça a essayé de passer par moi pour essayer de rapatrier Ous. Alors, on parle quand même de Robert Fernandez, donc l'équivalent de Deco aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais, c'est qui est ça. à peine un jeune de la Masia, dire tiens, Ouais, fais venir ton pote. C'est ça, c'est ça. Incroyable. C'est ça, sachant qu'après il me dit fais venir ton pote, mais j'avais envie de dire écoute Robert, si tu veux monter avec les pros aussi tu peux, parce qu'on le faisait pas venir dans la même catégorie, on n'était plus dans le même monde déjà lui et moi, c'est-à-dire que lui il venait pour être avec les pros, moi je voulais renouveler ton contrat, ouais. mon contrat pour aller avec l'équipe réserve, donc en soi c'est quand même c'est bien un cran en dessous, et contrat que je n'ai jamais renouvelé parce que la proposition n'est pas arrivée, donc... Alors tu dois quitter le Barça en 2016, ouais. Ton contrat, tu l'as dit, il n'a pas été renouvelé. La proposition de renouvellement n'est jamais arrivée. À ce moment-là, est-ce que tu le comprends? J'arrive dans ma 4e année de contrat et donc mon contrat se termine. Je sors d'une très très grosse saison en U19 avec le Barça. On joue la Youth League, la Champions League U19. Mais cette saison-là, je suis dans les meilleurs passeurs de la compétition. Je plante quelques buts dans la compétition, même en championnat. Je fais vraiment une bonne saison. Je suis le premier joueur de ma catégorie à débuter avec l'équipe réserve au mois de décembre. Dans cette équipe-là, il y avait du Grimaldo, du Adama, tout ça. Il y avait une grosse équipe en équipe réserve. Et il arrive le mois d'avril, mai, un peu les mois cruciaux, et la proposition n'arrive jamais. C'est vrai que je ne comprends pas trop sur le moment, parce que ça se passait très très bien la saison. Je montais souvent avec l'équipe réserve. Mais voilà, le contrat n'arrive jamais. Il faut savoir qu'à cette époque-là, le directeur sportif, donc en dessous de Robert Fernandez, c'est-à-dire que le directeur sportif qui fait passer les joueurs de U19 à équipe réserve, c'est Pep Segura. C'est quelqu'un qui vient de Liverpool, une école beaucoup plus physique. Moi, tous les joueurs de ma catégorie qui renouvellent, ils font quasiment tous 10 cm et 10 kg de plus que moi. Et je pense que ça y joue. Lui, je ne lui plais pas vraiment. C'est-à-dire que lui, il sait que je suis un très bon joueur et tout ça, mais ce n'est pas le type de joueur qu'il recherche pour l'équipe réserve pour la saison à venir. Et je pense qu'il y a aussi l'aspect que mon agent à ce moment-là, c'est l'agent de Dani Alves, c'est l'ex-femme de Dani Alves. Et Dani au club à ce moment-là, c'est la même année où il part à la Juve, je crois. Et cette année-là, je pense que le Barça, ils ne peuvent plus les voir. C'est-à-dire que Dani, c'était un peu un cas à gérer au Barça. Chaque sortie en conférence de presse, c'est une personnalité très forte, un gros caractère. Mais c'est vrai que je pense qu'à ce moment-là, en fait, le Barça veut pas s'en débarrasser, mais pour parler poliment, mais je pense qu'ils n'en veulent plus. Ça les a arrangés qu'ils partent. Ouais. Donc je pense qu'ils étaient en gros conflit, en fait, les agents, son ex-femme, Dani et le club. Moi, je pense que je suis un peu pas arrivé dans le lot aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand elle devait négocier après pour moi que je reste au Barça, je pense qu'ils se sont dit, bon, on les fait tous partir, hein, et voilà. Je pense que j'en ai payé un petit peu les pots cassés. Ça n'a pas été un tout, mais je pense que ça y a fait un petit peu. Par la suite, tu prendras la direction du FC Nantes pendant 2 ans et demi dans l'équipe B, c'est ça? Puis tu joueras au Danemark en 2e division, avant de retourner en Espagne en 3e div. Et là, cette saison, tu es à l'US Colomiers, avant de parler de la Kings World Cup que tu vas faire. Avant ça, j'aimerais que tu nous parles un peu de santé mentale, parce que c'est un sujet qu'on aborde là récemment, mais qui est présent depuis la nuit des temps dans le foot. Tu as pu vivre quand même l'expérience de partir à l'étranger très jeune, avec ta maman, comme tu as dit, qui a tout quitté pour t'accompagner, revenir en France, repartir à l'étranger. Comment tu arrives à gérer tout ça? Là, tu vas avoir 27 ans cette année, du coup. Ouais. Okay. Comment tu arrives à gérer ça? Bon, moi déjà, je suis quelqu'un, je pense, qui n'a pas trop de problème à voyager, à partir un peu dans de nouvelles aventures et tout ça. Après, forcément, quand je pars à Barcelone très jeune, l'aspect mental, je suis aidé parce qu'au Barça, je suis surprotégé en fait. C'est-à-dire qu'au Barça, je suis vraiment dans une bulle. Je suis très jeune, mais en fait, tout est fait, tout est filtré. C'est-à-dire que moi, j'ai juste à me concentrer sur mes études, sur le foot, sur ma vie un peu de tous les jours. Tout le reste, tout ce qui peut se passer en dehors, la presse, tout ça, les gens qui veulent essayer de grappiller un peu à droite à gauche dans le monde du football, on sait comment ça se passe. Tout ça, c'est filtré, c'est-à-dire que le Barça surprotège les joueurs. Par rapport à ça, il n'y a aucun problème. C'est à partir du moment où tu sors du Barça un petit peu,
où tu rentres un peu dans la vie réelle, j'ai envie de dire. Ton cerveau, c'est ce qui te fait marcher finalement sur un terrain. C'est-à-dire que tu as beau avoir tout le talent que tu veux et avoir la condition physique que tu veux. Déjà, l'aspect mental conditionne énormément ta condition physique. Mais si dans la tête ça va pas, si tu n'as pas les idées claires, si tu ne sais pas vraiment ce que tu veux, c'est vrai que c'est compliqué. Et je pense que tout sportif a besoin de travailler énormément l'aspect mental. Ouais. Et donc toi, du coup, tu as pu développer un peu des anticorps par rapport à ça, te forger un caractère, une carapace aussi. Et aujourd'hui, du coup, tu es en pleine préparation pour la Kings World Cup, ce qu'on a dit au début de l'interview. Déjà, comment tu as pris connaissance de l'événement, comment tu as postulé, comment ça s'est fait? Bah alors, ça s'est fait en fait, clairement ça s'est fait. J'étais chez moi dans mon canapé à 23 h et j'ai vu une pub en fait, passer par rapport à la Kings League. Amin, congratulations. You will have a team in the Kings League World Cup. Your team will represent France, your country. Attends, mais Neymar, pourquoi il est là déjà? Donc je savais un peu ce que c'était, j'avais déjà reçu quelques offres en fait pour aller à la Kings League faire 2-3 matchs ou même sur un contrat un peu long terme, c'est-à-dire de 3 mois, 6 mois ou même 1 an. Et donc j'étais chez moi dans mon canapé et j'ai vu un truc comme quoi ils allaient faire une équipe de France Kings League pour représenter la France et partir au Mexique faire la Coupe du Monde. Et quand j'ai vu ça, j'ai vu qu'il y avait un lien pour mettre des candidatures. J'ai lu qu'il fallait être sans contrat et tout ça pour pouvoir postuler. Je me suis dit, bon, c'est parfait. Et là, ça fait des mois et des mois que je suis à l'arrêt. J'ai repris une licence avec mon club d'à côté de chez moi qui est Colomiers, qui sont en N3. Tout l'été, j'ai pas eu de prépa. J'ai repris avec eux au mois de novembre. Donc, je me suis dit, ça peut être un bon petit projet pour la fin de saison. Ça peut être chouette, ça peut être sympa. Tu sais comment ça se passe un peu en Espagne. En France, ça y est pas. Donc, essaye d'y aller. Essaye de postuler. Donc, j'ai envoyé ma candidature et voilà. Et de fil en aiguille, ça s'est fait. Toi, tu as participé à la deuxième session d'entraînement à Jean-Bouin. Comment tu as vécu le react de Amine et de Samir Nasri aux entraînements? Joueur numéro 8, Monsieur Théo Chendry, numéro 33, US Coulommiers, Badajoz, Nantes, Barça U16, Barça U19, il était à la Masia. Il était très bon, lui aussi, il vous a impressionné dans le chat. Il faut savoir que quand j'apprends que je vais faire le try-out, donc je l'apprends, mais moi dans ma tête c'est un peu du pile ou face. C'est-à-dire que moi depuis le mois de décembre, en soi j'ai pas d'entraînement dans les jambes. Je sors d'une blessure au quadriceps, d'une lésion de quelques centimètres au quadriceps. Donc je me suis dit, c'est où ça se passe bien ou ça se passe mal. J'espère que ça va tenir physiquement. Ça a tenu, donc en soi la condition physique elle était pas ouf. J'ai pas un rythme de fou en ce moment, de par ma saison. Mais sinon, mis à part ça, quand j'arrive là-bas, bien, parce que le niveau il est bon. Il y a quand même des joueurs qui sont dans des clubs de N3, N2, des joueurs qui ont joué en Ligue 1, des joueurs qui ont joué en Ligue 2, des joueurs qui ont quand même des carrières. Et donc le niveau est bon. Je me suis dit, bon, il faut quand même qu'on te voie avec le ballon, parce que mine de rien, que tu le veuilles ou non, tu auras toujours cette étiquette FC Barcelone sur la tête. Et qu'est-ce qu'on attend d'un joueur qui a été formé au FC Barcelone? Forcément, on attend un minimum avec le ballon, quelque chose de différent. J'ai fait très très attention parce que surtout, je voulais pas répéter musculairement. Et ça s'est bien passé. Donc voilà. Donc après, j'ai attendu le react. Du coup, quand tu as vu Amine, déjà, quand il y a eu le deuxième match dans la session d'entraînement, il a dit il y a un mec qui vient de la Masia. Ouais, voilà. Donc déjà, c'est vrai qu'il m'a annoncé énormément. Donc forcément, les gens, et de suite, ils attendent forcément, ouais, mais ça c'est compréhensible. Je pense que toute ma vie, ça fait partie de ma vie finalement d'avoir été formé au Barça. Donc, je sais qu'à chaque fois que je rentre sur un terrain de foot, les gens qui sont en dehors, qui regardent le match et tout ça, c'est le joueur qui a été formé au Barça. C'est lui. Alors. Donc forcément, les yeux sont beaucoup plus attentifs à ce que moi je vais faire, à comment je vais jouer et tout ça. Et beaucoup plus du coup ouvert aux critiques, que ce soit positives ou négatives. Ça fait partie du truc. Donc Amine, c'est vrai qu'il m'annonce direct et Samir un peu plus dur avec moi. Toi, c'est vrai qu'il y avait un critère qui te titillait chez lui, Samir. Ouais, c'est qu'il défendait pas trop. Tactiquement, il faisait pas. Je trouve pas qu'il faisait l'effort comme par exemple les autres qui étaient au milieu de terrain et que pour moi, c'était soit lui, soit un profil qui est totalement différent dans le groupe. C'est-à-dire que défensivement, je n'ai pas trop défendu. On va dire plus que pas défendu. Je me suis plus géré parce que je voulais
vraiment pas avoir de problème physique. Je voulais pouvoir faire les tests en bonnes conditions et surtout qu'on me voit avec le ballon. Voilà. Ça fait quoi justement de jouer aux côtés de mecs comme ça, de Samir Nasri, Jérémy Younes, de la génération 87 qui est une génération en or. Et moi, jouer avec des joueurs comme ça, dans un schéma comme ça et tout, c'est super. Mais moi, je suis très pressé de pouvoir m'entraîner avec eux, même avec Samir par exemple, qui est un joueur je suis un peu dans son registre, on va dire. C'est un peu le même genre de joueur. Donc je suis curieux de voir comment je vais jouer avec. Et forcément, ça va être que du plus. Ça va être top. Bah déjà, on te souhaite une bonne chance pour cette compétition. Moi, Ouais. je suis hypé de fou. Hein. Dès qu'il a annoncé la Coupe du Monde, c'est incroyable. Si tu devais te fixer un objectif pour la saison prochaine, donc après le Mexique, tu penseras à quoi? Moi, mon objectif premier, là, c'est retrouver un club. C'est retrouver un club qui refait le pari un petit peu de se dire, voilà, les qualités de Théo, c'est celle-ci. Moi, je veux Théo dans mon équipe parce qu'il va m'apporter ça. Voilà. Et c'est m'intégrer dans un collectif et retrouver un bon petit projet. En tout cas, je te souhaite le meilleur pour la suite, Théo. Voilà, Merci beaucoup. pour la Kings World Cup et pour la suite après la saison prochaine. Fin de l'interview. Ça s'est bien passé, ça va? Ouais, très bien. C'était cool. Très bien, c'était cool. J'espère que vous avez kiffé aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine interview et peut-être avec le trophée de la Kings World Cup après. Pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas. On va aller le chercher. Merci beaucoup Théo d'être venu. Merci Alex.